Alors, nous avons vu le cas d'équiprobabilité, qui est un cas particulier et qui nous donne une méthode un peu plus rapide pour calculer les probabilités en faisant le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles, le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Et je vous avais dit dans la dernière leçon que, en fait, les exercices d'équiprobabilité, ça revient à un problème de comptage. Il faut compter le nombre d'issues favorables, il faut compter le nombre d'issues possibles. Or, si dans certaines situations c'est très très simple, comme quand on utilise un jeu de 32 cartes ou quand on lance des dés, dans d'autres situations ça peut être nettement plus compliqué et il faut des utilitaires pour arriver à effectuer un comptage, un dénombrement plus rigoureux. Ici, on va voir quatre ou cinq exemples d'illustrations en fait, parce que ces méthodes de comptage, ça va être surtout des illustrations, des dessins qui vont nous permettre de parvenir au résultat. Alors, le premier qui est très simple et que vous connaissez, c'est le tableau à double entrée. Donc, pour chaque exemple, pour chaque dessin, je vais prendre un exemple. Ici, on lance quoi? On lance donc deux dés parfaitement équilibrés. J'en prends un qui est vert, l'autre qui est rouge. Je prends bien entendu les dés cubiques. Et on veut calculer la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la somme des deux dés est supérieure ou égale à 5. Bien évidemment, les dés sont numérotés, enfin les faces des dés sont numérotées de 1 à 6. Donc, si je veux calculer cette chose-là, comme je lance les dés, ils sont parfaitement équilibrés, donc je peux dire qu'il y a équiprobabilité. Donc la probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Mais voilà, il reste à effectuer le comptage. Et le comptage, on va l'effectuer en faisant, par exemple, un tableau à double entrée. Voilà ce tableau à double entrée qui est là. Il arrive à passer, ouais, à peu près. Donc le tableau à double entrée où je mets le dé vert, une entrée pour le dé vert, une entrée pour le dé rouge. Et ici, vous remarquez que j'ai mis donc les sommes, puisque ce qui m'intéresse c'est la somme des deux dés. Je l'ai mise en orange. J'ai mis ici, bien entendu, ce que l'on obtenait avec les dés. Je tiens à vous préciser une chose, que ici j'obtiens 3, ici j'obtiens 3, mais ce n'est pas le même événement, puisque ici, ce 3-là, je l'ai obtenu avec le 2 avec le dé vert et 1 avec le dé rouge, alors que là, j'ai 1 avec le dé vert et 2 avec le dé rouge. Donc, ce sont bien deux issues qui sont complètement différentes. Donc, si je veux compter le nombre d'issues, il y a autant d'issues qu'il y a de cases dans mon tableau. Donc, c'est pour ça que je dis que ici, le cardinal de oméga est égal à 36. Et quand je prends ici le cardinal de A, eh bien je vais prendre la somme donc supérieure ou égale à 5, je vais entourer tout ce qui convient. Donc là, faites attention, quand vous faites quelque chose, il faut toujours avoir une chose comme ça, un tableau à double entrée, il faut toujours avoir des légendes de couleurs que vous utilisez pour que ce soit bien lisible. Donc ici, je compte et j'ai 30 issues favorables qui me donnent pour A. Donc ça nous fait donc pour le cardinal de A. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 30 sur 36, c'est-à-dire 5 sixièmes après simplification. Ça, c'est quelque chose de très pratique qu'on peut faire dans ces cas-là, mais on ne peut pas le faire tout le temps. La deuxième chose qui est importante, c'est le schéma de partition ou le diagramme de Carroll. Ce sont deux choses différentes pour répondre au même exercice. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué et on vous donne une étude sur un test de dépistage d'une maladie, on vous donne des phrases, etc., des pourcentages, donc on va travailler avec des pourcentages. On peut considérer que ces pourcentages sont également des probabilités, mais là, je vais le prendre comme des pourcentages. Et on va s'intéresser à l'événement P, c'est le test est positif, puisqu'on fait un test de dépistage, et l'événement M, c'est la personne est malade. Vous comprendrez bien donc que P bar, c'est le test de la personne est négatif, et M bar, c'est la personne n'est pas malade. Bon, on a des questions ici, il faut calculer les effectifs correspondant au pourcentage. À quel événement correspondent-ils? On y va pour la première question. Alors, la première question, j'ai repris les trois phrases correspondant au pourcentage que l'on donne dans le texte. La première phrase, c'est « le test est positif dans 2% des cas ». Je calcule l'effectif correspondant au pourcentage, donc 2% fois 1000, puisqu'on vous dit qu'il y a 1000 personnes. Ça nous fait donc égal 20. Donc ça, c'est le cardinal de quoi? Le test est positif, c'est très clair, donc c'est le cardinal de l'événement P. Ok. Ensuite, la deuxième phrase, 95% des personnes ayant un test négatif ne sont pas malades. Donc l'effectif, c'est 950. Et c'est le cardinal de quoi? Donc là, on prend les personnes qui ont un test négatif, donc P bar, et qui ne sont pas malades, c'est-à-dire M bar.
Donc c'est la probabilité, c'est le cardinal, pardon, de P bar inter M bar. Et enfin, 10% des personnes ayant un test positif ne sont pas malades. Je calcule l'effectif 10%. Attention, hein, des personnes qui ont un test positif, c'est-à-dire 10% des 20 personnes qu'on a calculées précédemment. Ça nous fait donc 2. C'est donc le cardinal de un test positif, c'est P. Ne sont pas malades, c'est M bar. C'est donc P inter M bar. D'accord? Vous remarquez ici que la formulation n'est pas avec un EET, mais on a beaucoup de latitude en français pour arriver à exprimer ce EET. Voilà ici. La deuxième question, on vous demande de construire un schéma de partition. Alors un schéma de partition, c'est ces dessins-là que vous avez déjà vus. Donc j'ai oméga tout entier, j'ai mon événement P, et j'ai mon événement M ici. Donc P, les tests est positif, M, les tests, les gens sont malades. Et ici, il va falloir, pourquoi un schéma de partition? Parce que ce schéma-là délimite exactement 4 zones. Il y a la zone d'intersection ici, il y a cette zone-là, ici, qui est donc les gens qui ont un test positif et qui, bien entendu, ne sont pas malades. Et ici, c'est une autre zone. Ici, c'est ceux qui sont malades mais qui ne sont pas dans P, donc qui ont un test négatif. Et enfin, la zone autour, c'est-à-dire ceux qui ont un test à la fois qui est négatif et qui ne sont pas malades. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va renseigner un petit peu cette chose-là. Déjà, on sait que il y a ici 2%, donc 20 personnes qui ont un test qui est positif. 20 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 20 personnes là-dedans. Ah ouais, mais il y a 2 zones, donc je ne sais pas comment c'est réparti ces 20 personnes, donc pour l'instant, je ne peux pas le faire. Je regarde, il y a 95% de personnes qui ont un test négatif et qui ne sont pas malades, c'est-à-dire 950 personnes qui ont un test négatif et qui ne sont pas malades. On est bien d'accord que les tests négatifs qui ne sont pas malades, ça ne peut être que ici. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 950 personnes dans cette zone-là, puisque je suis en dehors des tests positifs et en dehors des malades. Il faut que je sois en dehors des deux. D'accord? Donc, j'ai pu placer mon 950. Maintenant, j'ai 2 personnes qui ont un test positif et qui ne sont pas malades. Alors, le test positif, c'est là, et qui ne sont pas malades, on est bien dans cette zone-là. J'ai donc 2 qui est ici. Donc maintenant, je reviens à mon premier calcul. J'avais 20 personnes qui étaient positives. J'en ai déjà mis 2. Donc, il m'en reste ici 18. Donc ici, 18 que je peux faire en faisant 20 moins 2 égale 18. Voilà, j'ai renseigné donc l'effectif de 3 zones. Il ne me reste plus qu'à renseigner l'effectif de la dernière zone. Je sais qu'au total, je dois avoir 1000 personnes. J'en ai mis 950. 950 plus 18, ça nous en fait 968. 968 plus 2, ça nous en fait 970. Il nous en manque donc 30. Voilà mon schéma de partition qui est complètement rempli. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir calculer les probabilités grâce à ça. Donc, je vais dire qu'il y a équiprobabilité, bien entendu, puisqu'on choisit une personne au hasard. Et je vais calculer la probabilité de mon événement P. Cardinal de P sur cardinal de oméga. Donc, oméga, on est bien d'accord que c'est 1000 personnes ici. Le cardinal de P, donc je prends quoi? Je prends ce 2 plus 18 ici, donc 2 plus 18, ce qui nous fait donc 20 sur 1000, ce qui nous fait est égal à 2%. On retrouve bien entendu le résultat que l'on nous avait donné dans le texte, puisque c'est un renseignement qu'on nous avait donné immédiatement. Maintenant, le P de M, ça par contre on ne nous le donne pas dans le texte, donc il faut le regarder. Donc pour les malades, j'en ai 30 ici, et j'en ai 18 ici. Donc ça nous fait ici 30 plus 18 sur 1000, ce qui nous fait 48 sur 1000, et ça nous fait donc est égal à 0,048. Voilà ici pour la probabilité de M. Si je calcule la probabilité de P inter M, eh ben je l'ai directement, c'est-à-dire je n'ai même pas de calcul à faire. Elle est ici, on voit bien qu'il y en a 18, donc là ça nous fait 18 sur 1000, et ça nous fait donc 0,018.
Et enfin, la probabilité de P union M. La probabilité de P union M, alors je pourrais le faire avec la formule, mais là, comme j'ai un diagramme, un schéma de partition, eh bien mon schéma de partition va me permettre de le calculer directement. Donc je regarde P union M, c'est ceux qui sont à la fois positifs ou malades. Donc j'ai ces 30 là, j'ai ces 2 là, et j'ai ces 18 là. Donc ça nous fait donc 2 plus 18 plus 30 sur 1000. Ça nous en fait donc 30, 40, ça nous en fait 50, et ça nous fait donc 0,050. Voilà pour les probabilités à partir d'un schéma de partition. Ce schéma de partition, il faut bien comprendre comment ça marche, il faut bien regarder ce que l'on peut mettre. Si on peut commencer par renseigner l'intersection, on commence par renseigner l'intersection. Vous voyez que sur cet exemple, ça n'était pas possible, puisqu'en fait, c'était cette première chose que l'on pouvait mettre seulement dans ce schéma de partition. Alors, il y a un autre type de graphique pour représenter cette situation, c'est le diagramme de Carroll. Carroll, qui est un mathématicien, qui, je vous rappelle, a écrit Alice au pays des merveilles. Donc, il se présente comme ça. En fait, le diagramme de Carroll, c'est qu'on travaille avec deux événements. Donc, c'est comme un tableau à double entrée. On a l'événement M et l'événement P. Donc, on a l'événement M et son contraire. Et on a l'événement P et son contraire. Le diagramme de Carroll, attention, hein, il ne concerne que cette partie-là, c'est-à-dire c'est cette partie qui va correspondre au diagramme de Carroll, c'est-à-dire la partie qui correspond au schéma de partition. Et en fait, après, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des choses, c'est-à-dire qu'on rajoute les calculs marginaux autour. Donc cette partie-là, là, c'est le diagramme de Carroll. Alors, par extension, en fait, le diagramme de Carroll, on prendra le tableau tout entier avec les lignes totales, ça sera beaucoup plus simple. Et on va pouvoir renseigner maintenant ce diagramme. Donc déjà, on sait qu'on en a 1000 ici au total, c'est-à-dire au total des deux, le total des personnes. On sait qu'on a 1000 personnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On en a 950. On va pouvoir mettre directement les chiffres que l'on a dans le texte, puisque on a 2% de positifs. 2% de positifs, les positifs, ils sont là. Si on en a 2%, c'est au total, c'est-à-dire 20 personnes. On a donc 20 personnes qui sont positives ici. Ensuite, on vous dit qu'il y a 950 personnes qui ont un test négatif et qui ne sont pas malades. Le test négatif, c'est ici. Pas malade, c'est là. Donc, j'ai 950 personnes à cet endroit-là. Et enfin, le dernier enseignement, j'ai deux personnes qui ont un test positif et qui ne sont pas malades. Donc, test positif ici, qui ne sont pas malades. Là, j'en ai donc deux personnes. Voilà, et donc maintenant, ben, mon tableau, il est quasiment terminé. Je n'ai plus que des soustractions à faire. Là, j'en avais mis 20, donc là, j'en ai obligatoirement 980. Là, j'en ai 980, j'en ai mis 950, donc ça veut dire que j'en ai 30 ici. Là, j'en ai 20, j'en ai mis 2 ici, donc j'en ai 18 à cet endroit-là. Et vous remarquez que ici, 2, 18, 30, 950, dans le diagramme de Carroll, c'est-à-dire le carré rouge, on retrouve exactement les mêmes valeurs que l'on a dans notre schéma de partition. Et on va avoir maintenant 950 plus 2, ça nous fait donc 952, et 18 plus 30, ça nous en fait 48. Voilà, et on va pouvoir maintenant reprendre les probabilités. Donc la probabilité de P, c'est toujours 20 sur 1000, ici, il n'y a pas de problème, donc on retrouve le 0,02, je ne refais pas les calculs parce que c'est les mêmes. Hein. La probabilité de M, on va le lire là, c'est donc le 48. Et vous voyez qu'on a le 48 directement, d'accord? On l'a fait, l'addition a déjà été faite. Donc 48 sur 1000, c'est une lecture directe en fait du diagramme de Carroll dans sa totalité. Il vous donne toutes les probabilités que l'on peut rencontrer. La probabilité de P inter M, donc P inter M, eh ben je suis à la fois test positif et malade, donc je suis ici, j'en ai 18, donc ça nous fait 0,018. Et P union M, alors P union M, c'est plus compliqué, parce que là, je suis obligé de prendre ici, de faire la même chose, 2 plus 18 plus 30, ou d'utiliser la propriété, c'est-à-dire la probabilité de P union M est égale à la probabilité de P plus la probabilité de M moins la probabilité de P inter M. D'accord? Et on va trouver ici, en faisant le calcul, on va trouver aussi
0,050. Donc voilà pour ce diagramme de Carroll. Alors les avantages et les inconvénients, ben, vous voyez que il y a beaucoup plus de renseignements dans le diagramme de Carroll. Donc si on peut privilégier le diagramme de Carroll, on le fait. Remarque, le diagramme de Carroll donne plus de renseignements. Donc permet de calculer plus de probabilité par simple lecture. Voilà, mais ce sont deux méthodes qui sont sensiblement équivalentes. Voilà, moi, comme vous venez de le voir, j'ai une petite préférence pour le diagramme de Carroll. En plus, avec le diagramme de Carroll, on pourra avoir des choses un petit peu plus variées en allant au-delà. Si on a plusieurs événements, on pourra aussi l'utiliser d'une certaine façon. Donc voilà pour ces premiers schémas, et on verra après par la suite les situations de référence des probabilités.